Mesdames et messieurs, nous sommes ici ce soir pour rendre hommage à un auteur. Oui, un auteur qui a produit un certain nombre de textes. Voilà, disons un auteur qui a, comment dire, disons, un écrivain qui a écrit. Voilà. Donc, il a écrit, et ses écrits... Nous en connaissons tous. Vous aussi, très certainement. Ouais, disons qu'on en a joué quelques-uns. Voilà. Donc, on nous a demandé... C'est bien ça? Oui. On nous a dit que ce serait bien De faire un spectacle. Disons que c'est lui qui nous a demandé. Voilà, c'est lui. Alors, il nous a dit comme ça. Mais gentiment. Sans hausser le ton, enfin tout de même. Il a dit comme ça, cette année, on va lire mes textes. Voilà. C'est ce qu'il a dit. Mais gentiment. Donc, nous sommes ici pour... Faire ce qu'il a dit. C'est-à-dire lire ses textes. Voilà. Donc, on va lire. Bah oui, Ses textes. Puisqu'il le veut. voilà. Voilà. Approche pas, toi, t'entends? Dégage! Qu'est-ce que tu cherches à me regarder comme ça? T'es un môme, non? Ah, j'y vois rien. Quel âge t'as? Eh, tu réponds? Oh, dégage, hein, si tu réponds pas. Allez, fous le camp! Oh! J'aime pas les mômes. C'est toujours dans tes pattes à demander quelque chose, et gna gna gni, et gna gna gna. Et puis ça chiale pour un oui, pour un non, avec des yeux de chien battu. Et j'aime pas les chiens. T'as tout du griffon, toi, hein, avec tes cheveux dans les yeux, là. Regarde-moi la tignasse. Ah, c'est pas à moi qui pousserait de la touffe comme ça. Ça doit être plein de poux, non? Vu que t'es aussi sale qu'une gamelle à vérin, mon pauvre gamin. T'es rien que de la pouillerie, hein. Qu'est-ce que tu trimbales dans ta main, là? Viens voir, viens voir. Viens là, fais voir, donne-moi ça. C'est à moi maintenant. Allez, casse-toi, je vais te bouffer, ton casse-croûte, là. Ça t'apprendra à venir le fourrer sous le nez d'un crève-la-faim, là. Ah bah, t'en avais un autre. Mais d'où que tu l'as sorti, j'ai rien vu. Ah, faut dire que j'y vois pas grand-chose, hein. T'es pas magicien, des fois, hein? Ah non, j'aime pas les magiciens. Ils te jettent de la poudre aux yeux et ils en profitent pour te piquer ta misère. Un jour, on voudra me piquer ce que j'ai dans la tête et je serai mort. Ouais. Voilà, quand je me mets à penser à ça, ça me fout la trouille. Bah arrête de me regarder comme ça. Quoi, t'as jamais vu un homme qui a la trouille au cul? Allez, assieds-toi là, viens, pose tes fesses. Hein. On va se tenir chaud. Je gueule, mais c'est pas de la méchanterie. C'est juste un peu de colère. C'est vrai. Qu'est-ce que tu fais dehors par un temps pareil, avec des poux plein la caboche et de la corne aux mains et aux pieds? À ton âge, on est chez papa-maman. On joue à tuer des vers de terre, on a un gros ventre bien rempli, tout doux et caressé. Qu'est-ce que tu fous dans la nuit et dans le vent? Tu dis rien? Pourquoi tu dis rien? T'es con ou t'es pas fini de la cervelle? Ouais, t'as les yeux rudement bavards, pourtant. Hein. Allez, mets tes mains dans mes poches pour les réchauffer. Si tu trouves des saloperies, tu les balances. Hein. C'est jamais que des emballages qui recouvrent du vide.
T'es drôle comme gosse, tu sais. Tu me fais penser à un autre, un petit qui avait tout pour être heureux. Je veux dire, du lait dans la tétine de sa mère et du sentiment dans le cœur de son père et tout ce qui va avec, qu'on appelle le bonheur. Elle était mignon, tout joli, avec ses 3 poils sur le caillou. À cette époque-là, j'avais du pognon, hein. Je m'étais fendu d'un super cadeau. Mais je l'ai jamais revu. Les copains non plus. Il a dû faire la route en sens contraire. Regarde-moi le môme. Avec ta belle gueule et tes miches de serin, tu vas me promettre un truc. Tu vas me promettre de ne pas t'en servir pour 3 francs 6 sous. Tu m'entends? Vendre son cul pour nourrir sa bouche, c'est du mauvais commerce. T'as compris? Parce que tu laisses quelqu'un y venir une fois, et après tu oses plus t'asseoir dessus. T'as le dégoût de toi, puis le dégoût des autres. Tu vois le monde comme un supermarché dont ta chair serait la marchandise, et tous ceux que tu croises comme des clients. Alors tu vomis tes tripes. Et puis tu finis un jour par n'avoir plus rien à vomir, et plus de chair à vendre, et il ne te reste plus qu'à fermer ta boutique. Définitivement, tu m'entends? Et on te retrouve pendu au crochet de l'infamie que personne n'y vient de décrocher, parce que pas fier d'avoir laissé faire. Tu m'entends le môme? Pas de cul payant. Hein? Tu le donnes, si tu veux, pour le sentiment, voilà, pour faire le bien et le plaisir. On appelle ça le don de soi. Ouais. Je sais des choses. Mais pas de business. Ah, je sais pas pourquoi je te dis tout ça. C'est ton père qui aurait dû te le dire, mais j'ai de la peine pour toi ce soir. C'est pas vrai ce que j'ai dit tout à l'heure. Les mômes, je les aime. Seulement, dans ma situation, faut pas montrer que t'as de la tendresse, parce qu'on en profite. Je vais te dire. Oh, c'est fou ce que tu me fais penser au gosse. L'autre, là, tu sais, le fils de prince, le prince lui-même, promis à un grand avenir, là. Il aurait ton âge, hein? T'as quel âge? Oh merde, tu fais chier à pas répondre. Mais non, viens là. Oh, j'ai pas crié. C'était pas contre toi. C'était contre cette saloperie d'injustice qui t'amène ici. Tiens, regarde, je vais te donner un cadeau, un souvenir, un truc qui te fera penser à moi quand je serai plus là. Hein. C'est un coffret. Le coffret dans lequel j'avais mis le cadeau du môme, celui à qui tu ressembles. Hein. Oh, attends, je vais allumer un bout de truc pour mieux te voir. Oh, c'est fou. Oh là là. Oh, j'ai dû trop picoler, mais t'es lui. T'es beau. Tu rayonnes. C'est comme un éblouissement quand on a trop faim. La nuit devient belle. Voilà que je trouve tout beau. Toi le premier. Oh, que c'est beau, toutes ces étoiles autour de toi, mon gamin. Embrasse-moi. Je t'ai retrouvé. Hein, c'est toi. Oh, que t'es beau. Dis-moi que c'est toi. Oh, faut que je le dise aux copains. C'est tellement beau. Hé, Melchior, Balthazar, il y a le môme qui est revenu. J'ai des principes. Je sais que c'est nul, hein, mais je peux pas m'en empêcher. Ça me rassure. J'ai l'impression que ça m'aide à vivre. Bon, par exemple, je ne réponds jamais à un homme qui me sourit. Principe. Pour moi, sourire égale piège à mouche. D'où ma réaction, hein. Hop, hop, hop. Allez, envol, très très loin. Bon. Celui-là, exceptionnellement, je lui ai répondu. Parce qu'un sourire comme celui-là, tout de même, c'est pas n'importe quel sourire. Faut tenir compte de ça. On sent bien qu'il est 100% naturel, pas forcé, pas crispé, pas sorti pour la circonstance, c'est-à-dire très éloigné du piège à mouche. Donc,
exceptionnellement, je transgresse mon principe et je souris. Oh, en plus c'est chouette de sourire, ça illumine la journée. Et quand on sait qu'en plus on est mardi, bah, c'est nul comme jour le mardi, c'est rien. C'est pas le début de la semaine, c'est pas le milieu, c'est pas la fin, c'est n'importe quoi. Alors, sourire le mardi, ça devient presque obligatoire. Donc, on se sourit. Et puis plus rien. Ah. Moi, tête dans mon bouquin, métro, Châtelet, je me lève, il se lève. Bon, on est des centaines, hein, tout de même, à descendre à Châtelet, alors je n'en tire aucune conclusion. La rame s'arrête, il ouvre la porte, me laisse descendre la première. Principe, ne jamais dire merci à quelqu'un qui ouvre une porte. Bah non, jamais. Plan de drague trop évident. On dit merci et tout de suite, oh, pas de quoi mademoiselle, c'est normal, c'est la galanterie française. Et comme je suis français, vous rentrez à pied ou en taxi? Parce que si je ne suis pas indiscret, j'ai ma voiture à 10 mètres. Trop visible. Bon. En même temps, celui-là, je venais de lui sourire. Bon, je pouvais aussi le remercier. C'était la moindre des choses, ça allait dans le même sens. Alors je lui dis merci et lui, pas de quoi mademoiselle, c'est normal avec une charmante jeune femme comme vous qui sourit le mardi. Vous êtes rando ou taxi? Non, je dis ça parce que figurez-vous que j'ai ma voiture juste là, je n'ai qu'à claquer des doigts. Il pleuvait des cordes. Et pas la petite pluie fine qui rafraîchit le visage au point qu'on est heureuse et qu'on gambade dans les ruisseaux en chantant I'm singing in the rain. Hein. Non, non, non. La bonne grosse inondation qui te détrempe jusqu'aux strings. Je suis montée dans sa voiture. Mais alors, sèchement. J'ai claqué la portière comme si la pluie était de sa faute. Je me suis assise, j'ai serré les genoux, j'ai posé mes mains dessus et je me suis acagnardée contre la portière. Bien bloquée. Ah, je crois que le message était très clair. Hein. Non mais... Oh. Seulement, voilà qu'il me parle d'un petit resto à l'ancienne avec du confit de canard et des îles flottantes grosses comme des ballons de foot. J'ai pas dit non. Bah, j'avais faim, moi. Alors, entre déjeuner avec celui-là ou plein d'autres que je ne connais pas plus que lui dans une cantine dégueu où la purée colle à la louche, il n'y avait pas à hésiter. D'autant que mon principe dit bien, tu n'acceptes pas une invitation à dîner d'un type qui veut te draguer. Bah, or là, il a simplement dit, je vais dîner dans un petit resto sympa, ça vous dirait de partager un repas avec moi? Bah, c'était pas une invitation, mais très loin d'une invitation même. Il avait dit ça comme par obligation, pour ne pas être contraint de me déposer au pied du restaurant et de me dire « Je vous appelle un taxi pour finir le chemin ?» Bon, d'ailleurs, hein, c'est bien simple. Je me suis dit « J'y vais », mais c'est chacun sa part. Et sa petite coupette de champagne, là, qui veut bien dire ce que ça veut dire, il peut se la garder pour une autre. Non mais, j'ai des principes. On s'est torché 2 bouteilles de Morgon. Bah, c'est bon le Morgon. J'ai fini à 4 pattes. Et à 4 pattes, c'est dur de garder ses principes. Hein. Bon, j'avais pas vu que le restaurant faisait hôtel. On a monté et on a baisé comme des fous. Bon, ne pas coucher le premier soir, c'est bien un principe de pétasse. On n'a pas fait les choses à moitié. Hein. Je ne me souviens plus dans quel ordre on a fait les choses, mais on les a toutes faites, et plusieurs fois. Je lui ai même fait, enfin bon, moi qui dis toujours que par principe, enfin bon, j'ai oublié. J'ai oublié beaucoup trop de choses d'ailleurs. Au niveau protection, c'est bien d'avoir des principes et de ne pas les transgresser. Je suis là, dans la salle d'attente. J'attends le résultat des analyses. Bon, j'ai un principe, ne jamais m'inquiéter à l'avance. Mais là, j'ai vraiment la trouille. Voilà, monsieur, 8 €.
j'avais pas demandé une bière, j'avais demandé un verre d'eau. Nous, quand on nous dit verre d'eau, ça veut dire oppression. Langage codé par ici. Ça m'est égal, je veux pas de bière. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Mais je vous l'ai dit, un verre d'eau. Et plate ou gazeuse? Plate, tout ce qu'il y a de plus plate. Hein. Vitel et viande, Contrex, c'est pas... Non, rien de tout ça, je veux juste un verre d'eau du robinet. Et monsieur, l'eau du robinet, elle est dans le robinet, hein. Et le robinet, je peux pas l'apporter jusqu'ici. Mais vous en avez apporté un à la dame qui a pris un café. Ah, parce que ça marche avec le café, comme le sucre, la petite touillette et la cacahuète chocolatée. C'est indissociable. Mais, enfin, vous feriez mieux de me dire que vous voulez pas me servir un verre d'eau. Voilà. 8 €, s'il vous plaît. 8 €, mais pourquoi je ne prends rien? Mais pour l'occupation de la terrasse, monsieur. Vous occupez cette table, cette chaise, vous empêchez quelqu'un de s'asseoir. Quelqu'un qui aurait peut-être pris un double whisky coca. Alors 8 € pour un double whisky coca, c'est pas cher. Oui, alors, monsieur, je suis malade. Moi, j'ai eu besoin de m'asseoir et je voudrais un verre d'eau pour prendre mon médicament. Mais on m'a déjà fait le coup, hein, monsieur. Et après, on m'a dit « Coucou, poisson d'avril !» C'est pas écrit débile mental, là. Hein. Alors, je vous assure que j'ai vraiment besoin d'un verre d'eau. Juste un petit verre d'eau et je m'en vais. Voilà. Écoutez, je voudrais bien, mais c'est le patron qui veut pas. Quand il voit arriver sa facture d'eau, il pousse les hauts cris et nous engueule. « Mais vous gaspillez mon eau! Où elle passe, toute cette flotte qui me coûte la prunelle de mes yeux? Vous vous douchez, vous shampouinez des caniches, vous lavez des voitures, c'est un café ici, pas un car wash. » C'est bien simple, hein. On lave même plus les verres. Et nous, on se lave plus les mains. Et au WC, c'est l'eau de la plonge qu'on recycle. Alors vous voyez, demandez-moi tout ce que vous voudrez, n'importe quoi de liquide, hein. De l'eau de javel, du fioul, de l'ammoniac, de l'huile d'olive, du trichloréthylène, n'importe, je vous l'amène. Mais de l'eau, pas possible. Écoutez, je vous en prie, monsieur, un verre d'eau, un tout petit, dans un verre à cognac si vous voulez, un dé à coudre, mais c'est pour prendre un tout petit comprimé, mais j'en ai vraiment besoin. Et dans le désert, hein, comment ils les prennent, les comprimés? Vous croyez qu'ils ont de l'eau à portée de main? Et ici, c'est presque le désert. Vous avez vu cette chaleur? Ça dessèche tout. Les arbres tombent en poussière. Les murs se lézardent, la peau craquelle. Regardez mes mains, regardez, toutes fissurées. Et mes jambes, oh là, mes jambes, si je vous les montrais, vous verriez les ravages. C'est le manque d'eau. On manque d'eau par ici, les sources sont taries. Vous avez lu Jean de Florette? Eh bien, c'est dans le coin que ça se passe. On se bat pour une flaque d'eau croupie. Les gens se jettent des pierres. Et il ne pleut jamais. 2 ans sans une goutte de pluie. Et quand il pleut, mais c'est tout de suite évaporé avec cette chaleur. Vous la verriez rouler sur le sol, là, avec les enfants qui courent cul nus pour la retenir, les pauvres minots qui meurent de soif, qui n'ont même plus de larmes, tellement tout est sec. Les gamins fanés comme du vieux parchemin et qui s'envolent parfois au moindre coup de mistral. Parfois on les voit qui traversent la place comme ça, dans le ciel, comme des feuilles mortes. On les revoit jamais. L'espérance de vie est courte par ici, monsieur. On meurt jeune à cause du manque d'eau. Alors les comprimés, nous, on les avale à sec, et parfois on s'étouffe. Par pitié, monsieur. Un peu d'eau. S'il vous plaît, mon cœur, je vous l'appelle. Oh, l'argent ne fait pas tout, monsieur. Vous croyez pouvoir tout acheter parce que vous êtes riche, mais ici, monsieur, on a quelque chose qui vaut plus que l'argent. On a l'honneur. Eh oui, et l'honneur, ça n'a pas de prix, hein. Et qu'est-ce qu'il deviendrait, mon honneur, monsieur, si je vous vendais un verre d'eau que j'ai refusé à un de mes enfants, hein? Et ma femme, que j'ai frappée? Oui, monsieur, je l'ai frappée le jour où elle a fait cuire des pommes de terre à l'eau. Malheureuse, je lui ai dit, tu gâches de l'eau pour ça, et en plus tu la jettes, mais on pouvait la filtrer, la purifier, on pouvait s'en resservir, on pouvait sauver des vies humaines avec.
Je l'ai battue, monsieur, oui. Et elle m'a remercié, la brave femme. Elle m'a dit « Merci, tu m'as ouvert les yeux, j'ai fait une bêtise et je mérite mon châtiment. » Et vous voudriez que je vous vende de l'eau qui a valu à ma femme d'être battue? Le client défaille. Il cherche dans ses poches, sort un tube de comprimés, l'ouvre maladroitement. Tous les comprimés s'éparpillent. Il en saisit un, l'approche de sa bouche mais le laisse tomber. Alors il en ramasse un autre, peut-être au sol. Il le met dans sa bouche, tente de l'avaler, s'étouffe. Magnanime, le garçon prend une carafe et un verre sur la table voisine et lui remplit le verre. Ma bonté me perdra. Le client se rue sur le verre d'eau, recrache le comprimé et se délecte du contenu. Puis il se lève. Poisson d'avril! Le garçon ramasse une fleur sur la table voisine et la met dans la carafe. Je m'en fous, c'était l'eau des fleurs. Maman veut pas que je sorte. Elle dit que c'est trop dangereux pour moi, la ville. Qu'il y a des rues avec des gens qui me veulent du mal. Et puis des messieurs sales qui touchent sous la jupe et qui donnent des maladies et qui font des bêtises en se mettant tout nu. Maman me protège de tout. Elle dit que c'est son bébé à elle, sa petite chose, sa plume légère, sa plume interdite. Maman, elle est vieille. Elle a de la peau avec des plis dans le cou et puis des taches sur les mains qui font comme les raisins dans la brioche. Et puis du bleu autour des yeux, du bleu sale comme la pluie sur les ardoises. Parfois elle pleure en disant « Qu'est-ce que tu vas devenir quand je serai plus là ?» Alors elle me prend la tête avec ses deux mains, elle me donne des caresses qui font un peu mal à cause des ongles, et puis elle me donne des bisous tout mouillés par les larmes, et elle répète « Qu'est-ce que tu vas devenir, ma plumette à moi? Qu'est-ce que tu vas devenir ?» Et moi, je fais comme quand j'étais petite. Je mets ma tête sur ses genoux, je suce un coin de ton tablier et je dis « Je deviendrai un ange, maman. » Le matin, elle m'enferme dans la cave avec Timalou. Timalou, c'est ma tortue. Toutes mes tortues s'appellent Timalou. Quand j'en casse une, elle me rachète la même. Elle m'enferme toujours dans la cave quand elle va travailler. C'est depuis le jour du compteur à gaz. Le monsieur avait dit « Bouge pas, petite. Je vais dans la cuisine, j'en ai pour 1 minute. » Moi, j'ai joué à mettre des hameçons sur du fil de pêche. Beaucoup de hameçons pour accrocher beaucoup de petits poissons pour nourrir Timalou. C'est vorace, des tortues. Parfois, elle avale l'hameçon avec le poisson. C'est bête. C'est plus bête que moi, une tortue. Moi, j'avale pas la cuillère quand je mange. Quand Timalou avale l'hameçon, c'est une Timalou foutue. Je tire sur le fil et la tête vient avec. Le gars est revenu de la cuisine avec les yeux affolés et des mots qui se bousculaient pour sortir. « Qu'est-ce que c'est que ce merdier ?» il a dit. Il avait peur. Le visage tout blanc et de la sale transpiration dans le cou. « C'est un cadeau pour maman », j'ai répondu. Il a regardé autour de lui pour voir qu'il ne rêvait pas, s'il était encore dans sa chambre ou bien ailleurs. Il a crié comme j'aime pas, avec des postillons dans l'air. Il m'a crié dessus. « C'est toi qui as fait ça ? Mais t'es dingue, faut t'enfermer, ma vieille !» C'était un des gars qui me veulent du mal. Un de ceux dont maman me protège. Un gars qui n'aime pas les tableaux que je fais pour elle. De jolis tableaux pourtant, tout colorés avec des rangées de yeux de ça. C'est joli les yeux de ça, ça brille dans la nuit. Maman, elle avait dit « ça suffit ». Mais moi, j'en ai fait encore et encore pour m'occuper. Le gars, il a dit encore une fois « T'es dingue !» avec son doigt sur la tempe, et ça, moi, je l'ai pas aimé. Alors je lui ai fait le collier de la mort. C'est moi qui ai trouvé le nom, collier de la mort. C'est quand les doigts font le collier autour du cou et qu'on serre jusqu'à ce que ça fasse crac. Crac,
C'est le bruit de la mort. Papa a fait craque le premier quand il a voulu frapper maman. Ma maman à moi, mon petit amour de ma vie. Il criait parce qu'il ne me supportait plus, parce qu'il voulait me mettre ailleurs, dans une maison pour les comme moi, parce qu'il disait que je n'apporte que du malheur et qu'il aurait voulu que j'y passe avec les aiguilles à tricoter et je sais plus quoi. Je comprenais pas tout. Maman a dit jamais. Papa a dit t'es aussi folle qu'elle. Il a pris le tableau des yeux et il a dit avec ça, j'ai de quoi la faire enfermer à vie. Maman s'est accrochée à sa veste. Papa a levé sa main et il a frappé ma petite maman chérie qui est tombée par terre avec du sang. Alors c'est là que j'ai inventé le collier de la mort. Ensuite, on a couché papa dans un trou, auprès des chats et des tortues, et on a planté des poireaux dessus. Maman m'a dit que c'était pas très bien de faire le collier de la mort, que ça rendait service, mais qu'il fallait le faire que quand il n'y avait pas d'autre solution. Plus le temps passe, et plus il rend service, le collier de la mort. Maintenant, on a un grand potager qui va jusqu'au mur du four. Tout à l'heure, maman est revenue de son travail en disant que c'était fini. J'ai demandé quoi? Et elle m'a dit tout. Son pauvre visage était aussi jaune que papier peint. Sa perruque pensait d'un côté et il y avait, au coin de sa bouche, un dépôt jaunâtre, comme du médicament cessé. Elle avait des grandes enveloppes bleues à la main, des enveloppes avec, dessus, la croix de l'hôpital. J'ai voulu la prendre dans mes bras pour la consoler, et puis je l'ai serrée avec tout l'amour de mon cœur. Mais elle a pleuré en disant « Arrête, tu me fais mal. Cette saloperie de pieuvre me bouffe l'intérieur. Arrête, mon bébé. » Alors j'ai couru chercher Timalou, son tablier à câlin, le capitaine Haddock en plus, mon trésor de pièces jaunes, et je lui ai tout donné, parce que c'est tout ce que j'ai trouvé à faire pour la consoler. Elle m'a dit « T'es gentille », en essuyant ses yeux, et elle s'est mise à préparer la fête, c'est-à-dire des rostis bien grillés et du poisson pané. Elle a allumé des bougies d'anniversaire pour faire beau, et on a bu du champagne qui pique. C'était une belle fête, et on se donnait beaucoup de bisous en pleurant. Maman parce qu'elle avait mal, et moi parce que j'avais de la peine de la voir pleurer. Puis maman m'a demandé encore, qu'est-ce que tu vas devenir quand je serai plus là? J'ai répondu, un ange, comme d'habitude. Alors elle m'a fait boire un grand bol de trucs très dégoûtants et très amers que j'ai avalé jusqu'au bout. C'est la potion qui sert à devenir un ange, elle m'a dit. Puis elle m'a demandé de lui faire le collier de la mort. Fais ce que je te demande, ma chérie. Ne cherche pas à comprendre pourquoi. Si tu veux faire plaisir à maman, fais-le. Ça me rendra service et il n'y a pas d'autre solution. C'était sa formule. Alors j'ai serré avec mes doigts qui lui dessinaient un joli motif violet autour du cou. J'ai serré jusqu'au crack qui annonce que c'est terminé. Et j'ai vu le sourire de ma maman. C'était le sourire d'une maman qui aime son enfant. Alors j'ai ouvert mes grosses mains et maman m'est tombée dans les bras. Et maintenant j'attends. J'attends que les ailes poussent dans mon dos. Déjà, je sens comme un drôle de picotement. J'étais bien. Tranquille. Pas gai, mais tranquille. J'avais posé le canon de mon revolver sur ma tempe et elle est arrivée. Et elle m'a dit, vous savez que vous avez un revolver braqué sur votre tempe? J'ai dit oui. Elle m'a dit, vous devriez pas le laisser trop longtemps, ça va finir par vous faire une marque.
Elle avait raison. La peau, ça marque facilement. Une fois, j'ai porté un slip trop petit pendant une journée. Et le soir, j'avais une brûlure à laine. De chaque côté. 2 traces rouges qui se sont infectées, qui ont brûlé. Ça m'a fait des cloques qui ont fini par éclater. Et la peau est partie. Je vous passe les détails, ça s'est terminé à l'hôpital. Greffe de peau. Vilain. 2 bandes comme ça qu'il faut qu'on améliore de chaque côté. La semaine suivante, j'étais bien. Tranquille, pas gay, mais tranquille. Debout sur ma caisse, la corde autour du cou. Et elle est arrivée et elle m'a dit « C'est d'exprès cette corde à la branche de l'arbre ?» J'ai répondu « Oui ». Elle m'a dit « C'est pas prudent de vous balancer sur l'arbre le plus pourri de la forêt. Regardez, un bon coup de vent, la branche craque et vous risquez une bosse. » Elle avait raison. C'est fragile la peau, hein. Un jour, on m'a offert une bague fantaisie. Un truc en laiton avec une pierre rouge. Et ça m'a coupé la circulation sanguine. Mon doigt est devenu mauve, puis noir. Et ça s'est cyanosé, puis nécrosé. Le tégument a doublé de volume et les phalanges se sont distendues. Les tendons ont pété. Bon, je vous épargne la suite, bon, on a fini par m'amputer. Bon, à présent, j'ai une prothèse. Bien faite, hein. Bon, pour la différence. Une semaine plus tard, j'étais encore bien. Pas gai, mais tranquille. J'étais allongé au soleil, la tête dans un sac en plastique. Et elle est arrivée. Et elle m'a dit sans méchanceté, c'est pas à vous ce sac. Si. Et elle m'a dit non, il est à moi, je vous l'ai prêté la semaine dernière pour ranger votre chemise qui était pleine de sang. Et elle avait raison. C'est fragile la peau. On se rase et on obtient rarement la finition attendue. Je me souviens m'être rasé les poignets, que je n'ai pas spécialement voulu, hein, mais que j'aime avoir toujours lisse pour serrer mon bracelet montre au maximum. J'ai rasé, il en restait toujours. En plus, c'est un endroit où on transpire le poignet. Vous avez le bracelet qui s'imprègne, qui moisit, ça vous colle des mycoses. Alors vous grattez les cicatrices, vous arrachez des croûtes, les nerfs sont à vif. Les allergies se mettent de la partie, sulfamide, transfusion, ça vous colle des ganglions un peu partout. Gangrène, boulot mal fait. Bon, stop. J'arrête, hein, vous devinez la suite. Je lui ai rendu son sac. Et on s'est mis tout nu. Tranquille. Pas gay, mais tranquille. C'était pas encore l'amour, mais ça ressemblait à son petit frère sur la route du devenir. J'ai arrêté le gaz qui sifflait dans la cuisine. Et on a pu entendre les oiseaux dans la cour. C'était bien. Elle m'a caressé entre les cuisses et elle m'a dit « C'est doux ». J'ai dit « C'est pas moi, c'est une greffe ». Ensuite, c'est elle qui a écarté ses cuisses et je l'ai caressée. Tranquille. Elle m'a dit « C'est doux ». J'ai dit « C'est pour moi, c'est une greffe ». J'ai cru qu'on allait rire ensemble, hein, mais elle est devenue terriblement sérieuse. Elle m'a regardé avec tout l'amour du monde enfermé dans ses yeux. Et elle m'a dit « Tu veux mourir avec moi ?» C'était tellement magique que j'ai dit oui. Alors elle a pris mes mains, elle les a posées sur son cou et elle m'a dit « Serre !» J'ai serré. C'était comme l'Erita Mitsuko 10 fois de suite. J'avais des larmes plein les yeux. Elle m'a dit « C'est bien, tu as les mains très douces, continue !» Et moi j'ai dit « C'est pas mes mains, c'est une greffe !» Alors elle est partie. Pas gay, mais tranquille. Et moi j'ai pleuré en regardant mon doigt sur lequel elle avait eu du plaisir. Je l'ai senti.
vachement susceptible. Ils sont dans la chambre, il lit un journal. Elle sort de la salle de bain, prête à se coucher. Elle était bien cette journée, hein. Tous ces musées, c'était bien, mais c'était fatigant. Tu n'es pas fatigué, chouchou? On a trop déconné. On a trop déconné. Qu'est-ce que ça veut dire, on a trop déconné? De quoi tu parles? Et de cette famille qui s'est pendue, là. Le père, la mère, le fils, la fille, tous accrochés par le cou à la poutre du salon. Quelle horreur! Ouais, un dimanche midi. Ils avaient fini de dîner, il restait le dessert dans les assiettes, et hop, ils se pendent, tous. Pourquoi? J'en sais rien, moi. Pourquoi ils l'ont pas mangé, le dessert? Il était 14 h et ils avaient décidé que c'était à 14 h pile qu'il se passait la corde au cou. Je sais pas, Marc. Ils pouvaient finir le gâteau et se pendre après. Aller au bout des choses, au moins. Ils étaient bien allés au bout du rôti. Un rôti, c'est pas pareil. Ou t'as vu que c'est pas pareil? Un rôti, c'est pareil, enfin. Puisqu'ils avaient décidé de manger avant de mourir. Elle est bonne, celle-là. Mourir le ventre plein. Tu trouves ça drôle, toi? Bah, il y en a tellement qui vivent le ventre vide, hein. Mais eux, non, ils meurent le ventre plein. Ah oui, enfin, presque. Presque. Parce que le gâteau, ça, ils n'y touchent pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il leur a fait, ce gâteau? Mais Hein? j'en sais rien, Marc. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Mais parce qu'il y a de quoi, tout de même. Toute une famille décimée. On a trop déconné, voilà. Ils ont laissé comme mot, c'est tout. Mais avec quoi ils ont déconné? Ils le disent pas. Avec les gâteaux. C'est pour ça qu'ils se pendent, parce que celui-là, c'est le gâteau de trop. Ah, c'est celui qui fait prendre conscience qu'on a trop déconné. Oh non, vraiment, ce gâteau, c'est pas possible, on arrête de déconner. Alors hop, ils le laissent dans l'assiette et ils se pendent. Tu trouves ça logique, toi? Non, Marc, mais tu me fais peur à t'énerver. Ah, alors ça veut dire quoi de se prendre en laissant planer un tel mystère? Parce que personne n'y comprend rien, tu comprends? Rien. Alors on suppute. On s'interroge, on se triture les méninges. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'ils laissent le gâteau et se pendent? Un bon gâteau du dimanche comme ça, et une famille si correcte. Qu'est-ce qui a pu leur passer au travers de la tête, hein? Un coup de folie, peut-être. À cause du gâteau? Tu en connais beaucoup, toi, des gens qui se pendent à cause d'un gâteau? Non, Marc. Bah, bien sûr que non. Ou alors dis tout de suite qu'il était maléfique, qu'il était en poudre de perlimpinpin, qu'il y avait une inscription dessus à la crème. Allez-y, pendez-vous tous. Et puis une fleur en sucre noir, bien sûr. Non, je ne pense pas. Un père, une mère, un fils, une fille, tous irréprochables. Hallucination collective, peut-être. À cause du gâteau? Mais t'insistes là, t'es malade aussi toi ou quoi? Mais j'essaie de t'aider, Marc. Je Je cherche. te dis que c'était des gens sans histoire. Un père travailleur, une mère maniaque de l'Ajax vaisselle, un fils boutonneux et une fille caissière dans un supermarché. Qu'est-ce qui faisait tous ces gens accrochés à une poutre de la salle à manger? Tu trouves que c'est leur place? Bien sûr que non. Ah bah tout de même, hein. Et un dimanche, elle n'a rien de mieux à faire que de se pendre. Un dimanche, une famille irréprochable. C'était pas dans le Nord, des fois? Quel rapport? Mais qu'est-ce que ça vient faire dans la conversation? On dit que dans le Nord, on se pend plus souvent que dans les autres départements. Le dimanche? Le dimanche, je sais pas. Bah si tu sais pas, alors ne dis rien, Marie-Claude. On se pend pas plus souvent le dimanche dans le Nord. Encore moins avant le gâteau, hein. On est très gâteau dans le Nord. Alors, on a trop déconné. Non mais qu'est-ce que ça veut dire, on a trop déconné? Nous aussi, on a déconné. Bah,
Non, pas nous, Marc. Mais si, Marie-Claude, on a déconné, réfléchis un peu. On n'a pas déconné, Marc. Mais réfléchis, Marie-Claude. On n'a pas trop déconné. On a déconné, que tu le veuilles ou non, on a déconné. Oui, mais pas trop. Mais plus que la moyenne. Oui, mais pas trop. On a trop déconné, Marie-Claude. On a vachement trop déconné. Et pourtant, on s'est pas pendu. S'il y en a qui avaient de bonnes raisons de se pendre, c'est nous, pas eux, hein. Tu veux te pendre, Marc? Mais pas moi, Marie-Claude, nous. Tu veux qu'on se pende? Mais non, je dis juste qu'on a largement assez déconné pour envisager éventuellement de nous pendre. Qu'on se pende, et alors personne ne s'étonnera. On dira, ah, eux, c'est pas surprenant, avec tout ce qu'ils ont déconné. Mais eux... Qui, eux? Mais je ne parle que de ça depuis un quart d'heure, Marie-Claude, les irréprochables, là. Le Père, la Mère, le Fils et le Saint-Esprit, ceux qui se pendent toujours avant le gâteau. Le roast beef, oui. Le pâté de campagne, oui. La salade avec les saloperies de pines de pain, là. Oui, mais le gâteau, non. Ah oui, Marc, j'ai compris. Non, mais comme s'il voulait nous faire comprendre quelque chose, faire un signe, nous poser une colle. Vous avez vu? On s'est pendu, mais on a laissé le gâteau. Réfléchissez. Qu'est-ce qu'on a voulu dire? Quel message il y a dans ce geste symbolique, hein? Pensez-y. Pensez-y bien pendant que nous, on monte sur nos tabourets avec nos belles cravates en chambre, là. Parce que c'est pas innocent de laisser un gâteau. C'est pas innocent. Ah bon? Ben non, Marie-Claude, réfléchis. Toi aussi, hein. Un gâteau. Un gâteau. Mais je vois pas. On ne mange pas le gâteau, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se prive de dessert. Tu saisis? Oui? Non. Oh, mais qu'est-ce qu'on dit à un enfant qui n'est pas sage? Filant d'un champ, tu es privé de dessert. Ah, tu vois, tu y avais pensé toi aussi. Et là, ce n'est pas n'importe quel dessert, c'est un gâteau. Tu seras privé de gâteau, tu vois le message? Non, Marc. Mais c'est pourtant clair, tu as une sainte trinité qui décide de monter au ciel. Ils étaient 4. Et alors? Tu as dit trinité. C'est 3, une trinité. Oh, Marie-Claude, Marie-Claude, tu crois que c'est le moment de faire de la sémantique? Excuse-moi. Mets-toi à la place de la police. Tu ouvres une porte, tu entres dans une maison banale, la maison d'une famille irréprochable, le parquet a été ciré le matin, par réflexe tu prends les patins, ça sent le pot-au-feu et la soupe de poireaux, tu glisses jusqu'à la table, tu vois 4 corps pendus à la poutre du salon et paf! D'un seul coup, tu aperçois quoi? Le gâteau. Intact, pas touché, pas entamé d'une miette, rien. Tu imagines le choc des policiers? Tu imagines ce qui leur passe par la tête? Mais c'est évident, la première chose à laquelle ils pensent, c'est que le gâteau y est pour quelque chose. C'est lui le coupable. C'est à cause de lui qu'un drame s'est déroulé dans ce paisible pavillon de banlieue qui fleure les moules et puis les frites et le vin de Moselle. Alors ils s'en saisissent, ils l'embarquent comme pièce à conviction, ils le confient à l'anthropométrie, à l'identification, ils le découpent, l'autopsie, lui font des tests ADN, la totale, c'est affreux. Marc, je ne comprends pas. Pourquoi es-tu si bouleversé par cette histoire? Mais Marie-Claude, tu es inconsciente ou quoi? Qu'est-ce que je fais depuis tout à l'heure? Tu lis le journal. Oui, et c'est quoi ce journal? Ouest France. Voilà, c'est le journal de chez nous que j'ai mis dans la valise avant de partir. Et alors? Et alors? Non mais tu demandes, et alors? Mais ce gâteau, Marie-Claude, ce gâteau, il vient de chez nous, de notre boutique! Il est beau. Il m'énerve. Il m'énerve à être beau. Il est là, à côté de moi. Il me sourit de toutes ses dents. Et ça m'énerve. Pourquoi a-t-il encore toutes ses dents, à son âge, et moi pas? C'est agaçant. Je ne me souviens pas qu'il était aussi beau.
même lorsqu'on s'est connus. Bon, il était pas mal, mais sans plus. D'ailleurs, je n'étais pas jalouse de mes copines. Maintenant, si. Elles sont toutes à me dire « Oh, qu'est-ce qu'il est beau, ton mari !» Comme si elles le découvraient pour la première fois. Ou alors « Oh, il a un charme fou !» C'est pas juste. Bah, pourquoi lui? Pourquoi pas moi qui ai été Miss Picardie? Pourquoi mes rides me vieillissent et pourquoi les siennes l'embellissent? Pourquoi mes cheveux blancs font comme si j'avais de la toile d'araignée sur la tête et pourquoi les siens lui font une nuque argentée très empereur romain? Mais pourquoi? C'est pas juste. Il a la vue qui baisse, le pauvre chéri. Ça l'oblige à plisser les yeux pour voir plus loin. Elles disent que ça met du mystère dans son regard. Et à moi, elles disent « Oh, t'as les yeux fatigués, ma chérie. » Oh, fais chier. Mais avant, quand on se promenait tous les deux, j'avais le sentiment de sortir mon cousin de province. À présent, il me tire comme on tire sur la laisse de son chien. Avant, c'était mon petit ami. Maintenant, je suis sa femme. Il est grand. Il a toujours été grand. Mais là, j'ai l'impression qu'il a encore grandi. Ou c'est moi qui me suis tassée. Il est grand et mince. Pantalon 44, sans problème. Il entre dans un magasin et il ressort avec le même modèle que le mannequin dans la vitrine. Et moi, j'ai toujours des retouches à faire. Vous repasserez demain. C'est pénible. Si au moins il était mufle. Après tant d'années partagées, ce serait presque normal. Mais non, il est encore gentil. Il m'emmène partout où il va. Et il me présente. Et il m'ouvre la portière de la voiture. Et il pense aux anniversaires. Il m'offre des fleurs. Et il me dit qu'il m'aime, qu'il est heureux, qu'il va m'emmener en Polynésie. Mais c'est affreux. Je suis sûre qu'il ne me trompe même pas. Ah bah moi je le trompe, bien sûr. Mais ça ne m'apporte rien. Bah, ils sont tous moins bien que lui, c'est pénible. Alors ça me rend triste. Et je pense que s'il l'apprenait, il serait terriblement malheureux. Alors je culpabilise, je deviens nerveuse, pas douce, et ça me gâche le plaisir. Oh, je lui cherche un défaut, je n'en trouve pas, c'est exaspérant. C'est comme de se retrouver toute nue face à un revolver. Je me sens terriblement vulnérable. Bah, l'imperfection rassure les gens comme moi. Le monde qui nous entoure n'est pas fait pour un type parfait. Oh, je me sens mal. Mal auprès de lui, mal avec lui, mal en face de lui. Mais parce qu'il rayonne de bonheur. Et que moi, trop de bonheur, ça me met mal à l'aise. Je ne suis pas préparée à ça. Ce n'est pas humain. Ce type qui vit avec moi n'est pas humain. Faudrait que je le quitte pour un vrai con. Un moche. Un con et beauf. Bien beauf. Qui regarde les mangas à la télé et qui vote extrême droite. Une brute qui aurait une revanche à prendre dans la vie. Qui n'aurait aucun scrupule à casser la gueule à ce connard en costume qui se permet de poser sa sale patte bagousée sur moi et de m'embrasser tendrement en questionnant « À quoi tu penses? T'as le front tout plissé, tu as des soucis ?» Ah ben voilà. En plus, j'ai le front qui plisse. À cause de lui. Je dois avoir une tête de lévreuse, de lémurien névrosé. C'est rien, je lui réponds. Tu sais bien que c'est la période des pollens. Regarde, j'ai les yeux tout rouges et j'ai du mal à respirer. Et lui, bien sûr, avec un grand sourire, il me tend sa ventoline. Un chien. Pas un trop gros, hein. Ni un trop petit. Un qui fasse bien dans mon appartement. Avec le poil pas trop long, ni trop court. Mais qui lui tienne bien au corps à cause de la moquette. Je voudrais un chien qui me fasse de l'usage parce que je déteste tout ce qui est provisoire. Je l'appellerai Elliot. C'est cool, c'est vite dit. Ça fait gagner du temps et j'aurais pas d'effort à m'en souvenir parce que c'était le nom de mon prof de français. Je voudrais un
livre de Kierkegaard. N'importe lequel. C'est pour avoir un auteur à la lettre K dans ma bibliothèque. Je voudrais une drôle de voix. Pas forcément jolie, hein. Même si elle pouvait être un peu agaçante, ça me plairait. Une voix qu'on identifie dès la première syllabe, comme celle de Daffy Duck ou de Bugs Bunny. Une voix tellement reconnaissable que ça m'éviterait de dire au téléphone « C'est moi, vous savez, Jocelyne Pinardier. » Je voudrais un spermatozoïde. Un seul, un pas bon, qui serait pas arrivé premier dans la course à l'ovule. Même un moche, je m'en fiche. C'est pas pour faire un enfant, c'est pour savoir ce que ça fait d'en avoir un dans le corps. Je voudrais du vent. Là, maintenant. Un bon coup de vent qui s'engouffrerait sous ma robe et dévoilerait ma culotte à tout le monde. Comme Marilyn dans un film que j'ai pas vu. Je voudrais qu'il aille où les doigts ne sont jamais allés. Je voudrais un vent doux et chaud avec des langues humides qui donneraient la chair de poule. Je voudrais connaître le grand frisson. Je voudrais perdre 10 kilos. Flotter dans mes vêtements, les perdre en marchant, courir, sauter et flotter dans l'air, nu, avec un arc et des flèches pour viser les chiens de garde et les concierges pas sympas. Je voudrais ranger les planètes dans l'univers, par taille de grandeur, balayer les étoiles mortes, organiser une bataille de nuages avec Saint-Pierre, repeindre la lune en rouge pour énerver les enfants qui dorment. Je voudrais raccourcir les distances entre le système solaire et les autres parce qu'il y en a marre de l'infini. Je voudrais connaître mon voisin du dessus. Et je voudrais surtout qu'il arrête de jeter ses clopes sur mon balcon. Mais je voudrais connaître celui du dessous, celui qui a un paillasson en forme de cocotier et la ciboulette sur son balcon. Je voudrais un arbre sur le parking, des cacahuètes d'1 kilo pour l'apéro. Autre chose que la pub dans ma boîte aux lettres. Un sourire dans l'ascenseur, un bonjour, un merci. Pas tout le temps, hein. De temps en temps. Je voudrais un peu de soleil dans ma cuisine, des fleurs dans un vase, un lit à 2 places, un rasoir dans la salle de bain, un homme avec un slip. J'adore les hommes en slip. J'adore les slips. Et les hommes aussi. J'en voudrais un seul. Même un petit. Même un pas beau. Juste pour voir ce que ça fait d'en serrer un dans ses bras. Je n'ai jamais vu son visage, ni son corps, ni même son vrai regard. Je ne connais d'elle que ses mains et ce que j'imagine. Sa douceur, la tendresse de ses bras lorsqu'ils enlacent un homme, la chaleur de sa bouche lorsqu'elle embrasse, la souplesse de ses reins lorsqu'elle fait l'amour. J'imagine ses yeux éclaboussés des 1000 paillettes du plaisir qu'elle prend en échange de celui qu'elle donne. Ces mots, chuchotés presque inaudibles, pour mieux forcer les barrières et pénétrer au cœur de l'indicible et séculaire amour. Elle est assise, tranquille, calme. Je l'admire pour ce calme. Je ne sais pas comment je me comporterais, moi qui suis un homme, si j'étais à sa place. Elle me regarde, elle s'accroche à mes yeux, à ma silhouette, à ce qu'elle devine de moi, de mes pensées. Elle s'appuie sur moi comme un aveugle à sa canne. Je suis son minuscule soutien. Je m'en veux de ma résignation, de ma passivité, de mon pauvre statut d'être humain. Je ne peux rien pour elle, mais je n'ai rien contre elle non plus.
Je voudrais être un titan, la sauver, ouvrir sa cage, dire « Va, envole-toi, l'air t'appartient !» Mais je ne suis qu'un homme et j'en ressens une profonde et sourde rage. Hier encore, elle n'était rien pour moi. J'avais mes idées, mes convictions, celles de mes camarades, celles du grand livre. J'avais un fusil entre les mains et je m'en servais comme on me le disait. Les ennemis avaient un visage facilement identifiable et je pense en avoir tué plus d'un. Et puis on l'a traînée devant moi. On m'a dit « garde-la ». On lui a attaché les mains dans le dos, on l'a jetée au sol, on lui a donné des coups de pied. Je savais qu'elle avait couché avec un homme et je lui ai donné, moi aussi, des coups de pied. Puis ils sont partis, tous. Or, un homme, cela suffit bien pour garder une femme attachée. Elle demandait à boire et je ne lui donnais rien. Je lui ordonnais de se taire, de songer à sa faute et d'en demander pardon à qui de droit. Déjà, elle était assise, tranquille, calme. En elle, je ne sentais aucun regret, aucun remords. Elle avait trompé son mari, couché avec un autre homme, et elle ne regrettait rien. Elle devait avoir 20 ans. Dans la nuit, on a entendu des cris. On battait un homme, il a crié longtemps, puis il a pleuré. Il répétait son prénom à elle sans cesse, et elle répétait le sien à voix basse, comme une conversation secrète. Je l'ai fait taire d'un coup de crosse. Les coups de feu l'ont fait taire, lui. Je l'aimais, m'a-t-elle dit, avant que je ne la refrappe. Puis un homme est venu, un vieux, son mari. Il a montré quelque chose de sanglant qu'il brandissait comme un trophée. Il a dit « c'est fini, tu t'en serviras plus !» Il a voulu la battre avec son bâton et je l'en ai empêché. On allait la juger, elle aurait son procès, son châtiment. Il ne fallait pas anticiper de la justice divine. Elle n'a plus rien dit et s'est appuyée un moment au mur de sa geôle, toujours assise sur ses talons. Sa robe était sale, tachée de boue et de sang. À travers le maillage de son voile, j'ai aperçu ses yeux. Il répétait « Je l'aimais ». J'ai pensé à ma femme, bonne épouse, bonne mère, connaissant le grand livre par cœur. J'ai pensé aux 3 enfants que je lui ai faits sans plaisir. J'ai pensé à ses yeux qui ne disent jamais « Je t'aime ». Un vent froid arrivait des montagnes. Elle était toujours assise, tranquille, calme. J'ai pensé à ma mère qui chantait de si jolies chansons en nous berçant contre sa poitrine. J'ai revu ses seins chauds et blancs qu'elle nous donnait à téter. J'ai retrouvé le souvenir de son regard, sa fierté, la tendresse de ses doigts dans ma tignasse, la douceur de ses baisers dans mon cou. Un vent froid arrivé des montagnes, j'ai frissonné. Je lui ai délié les mains et donné à boire. Elle n'a rien dit. Je regardais ses 2 mains qui avaient caressé un homme qui avait donné de l'amour. Elle a levé la tête et m'a dit « Je te pardonne ». Elle m'avait dit « Je te pardonne », comme elle avait dit « Je l'aimais », avec la même tendresse, avec la même douceur, avec ce qui faisait qu'elle était femme et fière de l'être, avec cet infini de sentiments pour lesquels on allait là présent la tuer. Toujours assise, toujours calme, toujours tranquille. Elle avait aimé un homme avec son cœur et une poignée d'hommes sans cœur allaient la tuer à coups de pierre. Devant moi, impuissant, révolté, misérable, je ne pouvais rien faire. Je l'ai regardée, elle qui me regardait. J'ai simplement dit « Non !» Et les hommes ont tourné leurs pierres vers moi.
Il a tiré le rideau. Il a regardé la rue. Le monsieur, la dame qui traîne son chien, le pisser le chien, mais la dame le voit pas. Le tire par le cou, le collier le fait mal. Jojo le crie. Pas tirer, la dame! Mais la malle, le chien, la traîne sur le crottoir, sur son cul, avec la patte en l'air et la crotte au cul. Le cri, non! Mais elle n'a rien dans la gorge, Jojo. Le regarde loin, là-bas, l'arbre. Plus loin, l'arbre, la maison. Plus loin, la maison, l'autre maison de la maison est Jojo. La vraie, pas celle où Jojo l'attend papa-maman. Elle n'a pas été gentille, Jojo. Elle a mordu papa, elle a battu maman. Elle a tout cassé, elle a fait pleurer petit frère. Elle n'est pas bonne, elle a fait. Mais elle ne peut pas parler, Jojo, alors le dit mal, avec la main. Pas triste, Jojo. Là, son lit, dans la chambre, les disques de Johnny, le MP3. Elle a tiré les rideaux pour voir bouger à travers les barreaux. Jojo, les rideaux, l'arbre là-bas, et les oiseaux. Il parle avec les oiseaux, Jojo. Il parle beaucoup. Il parle avec les yeux, mais les oiseaux parlent à Jojo. Ils font caca sur la fenêtre et puis ils vont sur l'arbre là-bas, faire la fête avec les autres oiseaux. Il ira un jour sur l'arbre, Jojo, faire la fête avec les oiseaux. Jojo, elle a vu une fenêtre sans barreaux sur le toit. Elle va sauter par la fenêtre, Jojo. Elle va partir là-bas, là-haut, tout là-haut, faire la fête. Comme un oiseau. Pas triste, Jojo. Monsieur? Monsieur? Monsieur, vous m'entendez? Bien sûr, il faudrait quand même pas trop charger, les yeux, ça suffit. Monsieur, je peux vous poser une question? Oh là là, encore une chieuse qui va vouloir m'aider à traverser la rue, là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quand on est aveugle, c'est tout blanc ou c'est tout noir? Quoi? Sous les paupières, qu'est-ce que vous voyez? Du blanc ou du noir? J'aimerais savoir. C'est pour un sondage ou pour usage personnel? C'est pour mes fantasmes. Parfois, je rêve que je crève les yeux de mon petit frère et je voudrais savoir si sa vue devient blanche, comme lorsqu'on a bu trop de café, ou toute noire, comme lorsque j'avale les somnifères de mes parents. Mais quand tu fais ce genre de rêve, c'est comment sous tes paupières à toi? C'est tout rouge, avec des filets d'argent qui scintillent et se tortillent en rampant. Parfois, il y a des étincelles, de la neige, des éclairs, des rayons laser. C'est comme un mélange de papier cadeau et de feu d'artifice. Ouais, bah c'est pas juste, hein. Ça devrait être piqué ou lancer du courant, ça devrait être verdâtre avec de la bave, de la rouille, des asticots qui éclatent, de la fumée brûlante, ça devrait être horrible pour s'harmoniser à tes fantasmes. Alors, vous voulez pas me dire si c'est blanc ou noir? C'est comme je veux et ça ne regarde que moi. Il y a rudement mal embouché pour un aveugle. Où est-ce que t'as entendu dire qu'un aveugle se devait d'être aimable et souriant? Ce serait plus prudent pour éviter les coups de bâton. Celui qui frapperait un aveugle en toute impunité n'est pas né. Hein. Qu'est-ce qui te prend de me refiler tes mouchoirs, là? C'est un cadeau. On s'est servi qu'une fois.
j'en veux Oh, pas. mais c'est de bon cœur, ça va encore servir. Oh, mais je te dis que j'en veux pas, Scorpion. C'est du Kleenex et je me mouche jamais avec du Kleenex. Hein. J'ai un principe, le tissu pour le nez, le papier pour les fesses. Je vais pas commencer à transgresser mes lois et mes principes uniquement pour tes beaux yeux. Hein. Comment vous savez qu'ils sont beaux, mes yeux? J'en sais rien, c'est une expression. Une expression de Miron. Devinez comment ils sont. Poché. Mais qu'il est bête. Ils sont mauves. Oh, ça existe pas. Si, puisque j'existe. Mauve. Ouais. Violet clair, très exactement. Oh, quel dommage. Oui, vous aimeriez bien les voir. Non, quel dommage qu'une punaise comme toi ait d'aussi beaux yeux. Et les vôtres, ils sont comment? Blanc. Tout blanc. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Évidemment, vous pouvez pas savoir. Non, je peux pas. Mais avant d'être blancs, ils étaient bleus, hein. Ouais, des yeux d'amoureux. Non, parce que c'est pas de naissance. Non, c'est un accident. Je louchais trop quand j'étais petit, et mes yeux sont tournés. Le bleu est à l'intérieur. Ça doit être joli. Et pourquoi vous, les aveugles, vous portez toujours des lunettes noires? Bah, pour qu'on nous reconnaisse. L'hiver, oui, mais l'été, on peut confondre avec plein d'autres mecs. Ah, il y a la canne aussi. T'en connais beaucoup des frimeurs qui se baignent avec une canne blanche. Pourquoi vous mettez pas aussi une pancarte autour du cou avec aveugle écrit dessus et une flèche pour indiquer le haut pendant qu'on y est? Non mais et pourquoi ta mère, elle t'a pas filé plus de bas pour t'apprendre à respecter les handicapés, hein? Nous, on s'en fiche de vous reconnaître ou pas. On vous empêche pas de vivre, mais on voit pas pourquoi vous faites tout ce cinéma. Bon, dis, tu perdrais beaucoup en me foutant la paix, là. Bah, c'est vrai, ça. C'est comme si moi, je portais des grelots et des galoches en bois pour faire remarquer que j'ai une jambe plus courte que l'autre. Non mais tu vois pas qu'on fait rien que se disputer. Je dis un mot, tu dis le contraire. Et en plus, t'as du venin au ras des glandes. Alors laisse tomber, tu veux. Je suis pas fait pour ton environnement. Je trouve ça indécent d'exhiber ces difformités, moi. Et malhonnête. Parce que ça fausse tous les rapports qu'on peut avoir. Je sais pas si ça les fausse, mais en tout cas, avec toi, ça les déforme rudement. Hein. Non mais qu'est-ce que tu cherches, là, en restant là, à m'emmerder? Qu'est-ce qui t'attend, hein? T'as besoin du banc, c'est ça? Pour t'allonger avec ton petit copain? Qu'est-ce qui te rend si hargneuse? T'as passé une mauvaise journée? Tu t'es fait engueuler par tes parents, par ton patron, par ton loupard de service? Hein? Ça rapporte gros par jour de faire l'aveugle. Oh! Oh la migale! Bon allez, j'ai compris, je déménage, hein. Sois cool, machin. C'est bizarre, dès que je te parle, tu t'énerves. T'aimes pas les femmes? Mais t'es pas une femme, t'es une migale qui cherche les histoires. Alors on se tire, entre hommes, hein? Allez, tu viens le chien? Alors, t'arrives? Qu'est-ce qu'il fait encore? Il fait son affaire à ma chienne. Ils ont l'air de bien s'entendre, eux. Oui, bah, elle lui fout la paix, elle. C'est pour une raisonneuse, et toc. Allez, arrive, le chien, là. Laisse encore ma chienne profiter de ton chien. Non, 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 faut pas qu'il force pour garder ses qualités. C'est un chien d'aveugle. La mienne aussi. Quoi? Eh oui, t'es pas unique, Gustave. Bah, alors, les yeux mauves. C'est joli, non? Et pourquoi tu m'as cherché des poux dans la tête? Entre collègues? Faut bien passer le temps. À toi aussi, ça te fait du bien de te défouler. Bon, j'aurais autant apprécié un peu de tranquillité. Hein. Ouais, mais une nénette dans la rue, tu l'aurais traitée de migale, elle t'aurait craché à la gueule en te traitant d'aigri. Moi, je t'ai juste taquiné pour voir ce que t'avais dans le bide. Ouais. En somme, c'est thérapeutique, quoi. Voilà. Bon. Bah, je me rassois un moment. C'est un lent, mon chien. Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air toute chafouine. Oh non, pas chafouine. Enfin, qu'est-ce qui va pas? J'ai fait une bêtise. Une grosse? Oui. Raconte.
va me gronder. Mais non. C'est bien qu'on est ensemble pour le pire et le moins pire. Oh non, arrête, c'est sérieux. Allez, vas-y, j'écoute. Ce matin, sur le trottoir, il y avait un petit chat abandonné. Un chaton, un chatounet, une petite boule de poils toute douce, toute mignonne, toute rigolote. Ah non! Oh, il pleurait, il était perdu, il appelait sa mère. Maman, plus à manger, perdu dans la ville, moi tout petit avec des géants partout et des voitures. Ah non, 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 pas de chat. Je l'ai toujours dit. Tu sais que je suis allergique aux poils de chat. Mais attends, il y allait de la non-assistance à personne en danger. J'ai dit jamais de chat dans la maison ou je meurs. C'est compris? Mais je le sais. Alors je l'ai regardé au fond de ses yeux pleins de larmes, le babicha, et je lui ai dit, je t'aime, mais je peux pas te prendre avec moi. Il y a un méchant monsieur qui a les yeux qui gonflent et qui deviennent rouges à cause des chabichous comme toi. Et alors? Ben alors, je le tenais dans les mains, Et alors? et alors une voiture arrivait. Oh non. Si, Non, mais en fait, t'as pas fait ça, dis-moi que non. ben, par amour pour toi, je peux tout. Oui, mais enfin, pas ça, dis-moi que c'est pas vrai. Si, j'ai arrêté une voiture. Il y avait une dame très gentille, alors je lui ai donné le chat et elle est partie avec. Il sera très heureux avec elle. C'est tout. Oh, c'est bien. Tu m'as fait peur, j'ai cru que... Mais c'est très bien, bravo. Voilà. Tu l'as embrassé? Tu l'as... Si, ne mens pas, tu l'as embrassé. Oh non. Oh, j'en ai pour toute la soirée, la merde. C'est moi, Martha. Vous me remettez? Martha, la serveuse. C'est marrant une serveuse, non? C'est une fille publique. On peut lui faire des blagues, dénouer son tablier, lui mettre la main aux fesses, l'envoyer 10 fois chercher du sel, faire poète-poète sur sa poitrine, lui demander de ramasser une fourchette. Vous en connaissez des trucs, hein, pour rigoler entre mecs. Et moi, comme je suis une gentille fille, je ne me mets jamais en colère. Je renoue le tablier, donne une tape sur la main, range mes seins dans mon soutif, vais chercher le sel. Du coup, on me prend pour une fille facile. Combien qui ont voulu me raccompagner après le service, ou même me sauter dans les casiers à bouteilles. Allez, dis pas non, t'en as autant envie que moi. Ça doit pas t'arriver tous les jours, hein, Martha? Parce que vous pouvez être lourd parfois. Et si on refuse, c'est tout de suite les noms d'oiseaux ou les baffes. Vous n'aimez pas beaucoup qu'on vous refuse, hein? Vous avez toujours l'impression qu'on vous coupe le kiki, qu'on n'apprécie pas le cadeau à sa juste valeur. Jamais vous n'imaginez qu'on peut ne pas avoir envie. L'envie, ça oui, vous savez ce que c'est. Mais la non-envie. Quand vous n'avez plus faim, vous iriez avaler une entrecôte de plus, vous? Même gratuite? Eh bien, moi, j'ai jamais eu très faim. Surtout en dehors des repas. Et du coup, ben, quand on n'est pas une salope, on se fait traiter de goudou. Eh, Martha, la pelouse, tu la broutes le samedi ou le dimanche? Parce que vous êtes drôle. Un jour, j'ai pensé à prendre un chien. Passé minuit, la rue n'est pas très rassurante. Je l'aurais appelé Canaille, comme le chien de mon père. Mais quand j'ai regardé mes 18 mètres carrés, le jardinet pourri de la cité, quand j'ai pensé aux heures pendant lesquelles je travaille, celles où je dors,
Celle que je passe à aller embrasser ma mère à l'hospice, j'ai préféré rester seule. Je me contente de la peluche gagnée à la foire du trône, et c'est tout. Voilà la vérité. Martha, elle baise pas. Avec personne. Elle n'a pas le temps. Et pas le cœur. Oh, elle baiserait bien si elle avait un vrai amoureux. Parce que pour elle, ce que vous appelez baiser, elle l'appelle faire l'amour. Elle trouve que ça doit être beau comme une caresse. Et pas sale, comme vos coups vite faits derrière les poubelles. Mais ça, vous avez l'air de croire que ça ne peut pas exister. Vous me regardez comme une extraterrestre. Vous vous dites, elle n'est pas normale, Martha. Une fille normale, elle ôte sa culotte, elle écarte les cuisses, elle dit « viens ». Et puis elle dit « ah oui, encore, c'est bon ». Et puis elle dit « merci ». C'est ça, être normal. Alors un jour, vous avez pensé qu'il fallait la rééduquer, lui apprendre ce que c'est que la loi des hommes, faire son bonheur, malgré elle. Vous êtes venu à 6, et vous l'avez attendue dans la ruelle, encore moins rassurante. Je vous connaissais tous. Vous êtes des habitués du restaurant. Pas plus vilains que les autres. Il y en a même des sympas. Toi, Gino, je t'aimais bien. Tu me faisais rire avec tes histoires drôles dont tu oublies toujours la chute. Et toi, Michel, t'étais plutôt le bon gars. Le dimanche, tu emmènes ta femme au cinéma. Toi, Philippe, tu fais du bénévolat, c'est bien. Et puis, tu aides les enfants au club de loisirs, c'est très bien. Mais ce soir-là, ce que vous avez fait, c'était pas bien. Oh, je sais. Ce soir-là était un peu spécial. L'usine Neurochimie fêtait ses 30 années d'existence. Vous avez bu du champagne, c'était gratuit. Vous avez forcé la dose. C'est pas au restaurant de Martha qu'on vous aurait servi de l'aussi bon. Bref, je vais pas vous raconter la suite. Vous la connaissez aussi bien que moi. Contre 6, j'étais pas de taille à lutter. Vous avez commencé par des baisers dans le cou. Dans le tas, il y en a qui embrassent pas trop mal. Mais j'avais pas envie. Pas comme ça. Les baisers n'ont pas duré longtemps. Je me suis dit que j'aurais dû le prendre, le chien. Tout se serait arrêté là. Mais Canaille était encore à la fourrière et Gino a dit « On va t'offrir un tour de manège, Martha. Tu vas voir. Tu vas aimer ça. » Et le manège a tourné, comme à la fête foraine. J'avais la tête renversée et je voyais le ciel, les étoiles, la lune qui était pleine cette nuit-là. Je vais pas vous dire à quoi j'ai pensé pendant que le manège tournait. Bizarrement, c'était des choses douces. Je me souviens qu'il y avait comme des anges sur chacune des étoiles, qu'ils me regardaient, qu'ils me souriaient comme pour dire « Courage, Martha, tu vas voir, le jour va se lever, bientôt tout sera terminé. Ce n'est qu'une vilaine histoire de la nuit. Demain, nous serons là, avec nos plumes douces, nos visages joufflus et de jolies flèches qui donnent de l'amour. » C'était des foutus cons, ces anges-là. Parce que le lendemain, il n'y avait aucune douceur, aucun amour. Il n'y avait que du dégoût, de la vomissure et de la rage. Martha, elle était toute cassée, à l'intérieur comme à l'extérieur. C'était comme une salle de bal après la fermeture. Éteinte, Martha. C'était il y a 1 an, hein? Je me trompe pas. Comme je n'ai rien dit, rien raconté, vous avez pensé que Martha était une brave fille et qu'elle avait pardonné? Alors vous êtes revenus au restaurant? Certains en famille? Je suis sûre qu'il y en a au moins un parmi vous qui a pensé que j'avais pris du plaisir.
Allez, dites-le. Non? Vous ne voulez rien dire? Ne me faites pas croire que vous avez honte. Ou que vous éprouvez du remords. Non. Vous avez la trouille. Ouais, c'est ça. Vous vous demandez ce qu'elle va faire, Martha, la serveuse. Et pourquoi elle vous a tendu ce piège, attiré ici, dans ce sous-sol, de votre plein gré ou contre votre gré, sous un prétexte différent pour chacun de vous, parce que je savais que chacun était corruptible à sa façon. Vous vous demandez comment je m'y suis prise pour vous attacher à ces tuyaux de chauffage? Peu importe. Ce soir, j'ai inversé la donne. Pour ce triste anniversaire, c'est moi qui suis en position de force. Et vous qui subissez. Le manège va reprendre. Le manège va tourner, Gino. Tu vois ce revolver? Il est avarié. Il y a 6 logements, mais une seule balle à l'intérieur. Vous êtes 6. Il y a 6 places sur le manège. Et un seul billet pour le grand voyage. Vous êtes prêts? Tourne le manège. Je commence par qui? Stop.
toujours écrit. J'ai écrit sur tout ce qui fait ma vie, sur ce qui la rend plus belle. Oui, car j'ai une belle vie. C'est ce qu'on appelle une belle vie. C'est-à-dire réussie. Alors, j'écris mes rencontres, les gens formidables que j'ai croisés. Ce type, comment s'appelait-il déjà, Ernesto ou Pepo, je ne sais plus. Sud-américain, guerrillero, un type en treillis avec une mitraillette en guise de ceinture. Un type extraordinaire qui allumait son cigare avec une grenade. Je l'ai croisé à un cocktail à l'ambassade des États-Unis. On a trinqué, le champagne était tiède, mais on a bien rigolé. J'ai écrit 2 pages sur lui. Sur cette femme extraordinaire aussi qui vendait des oiseaux sur le marché du Caire et qui cuisinait les invendus pour les offrir aux mendiants qui passaient dans la rue. J'ai écrit aussi sur cet enfant qu'elle avait avec elle et qui traînait une patte folle. J'ai écrit une très belle page sur ce gentil monsieur qui a aidé un aveugle à traverser la rue et qui s'est fait renverser par une voiture en revenant sur son trottoir. Mais il s'est relevé sans une égratignure. J'ai écrit sur Katena, cette femme afghane aux yeux d'incendiaire qui faisait la guerre comme un homme et qui m'a aimé toute la nuit avec sa kalachnikov à la main. J'ai écrit sur Sarah, la juive, sur Parvati, la népalaise, Kaniba, la malienne qui s'introduisait des gélules d'humogoni pour que son vagin soit rétréci. Zachary, l'Inuit, qui n'embrassait jamais. Marina, la chilienne, qui disait « c'est moi qui décide ». Sur Zaina, la syrienne, qui n'enlevait son voile que pour son mari, mais qui ne portait rien dessous. J'ai écrit sur Madeleine, qui m'a dit avoir eu une apparition de la Vierge au moment de l'orgasme. J'ai écrit sur cette histoire drôle que j'ai racontée un jour à Istanbul et qui a fait éclater de rire tout un restaurant. Cette histoire que j'ai oubliée mais qui doit se trouver à la page 123. J'ai écrit sur les yeux, les sourires, les mains douces, les mots gentils, les chansons mélodieuses, les animaux heureux, les fleurs du printemps, les arbres gigantesques et les insectes minuscules. J'ai écrit sur tout ce que la nature et les femmes m'ont donné de bonheur. J'ai écrit 200 pages. Puis j'ai tout déchiré. Tout était faux dans mon livre. Pipi. Il voudrait faire pipi. Il en a une folle envie, mais il ne peut pas. Il ne doit pas. Il a son trou à faire. 3 secondes. Un trou en 3 secondes, 20 à la minute, 1200 à l'heure. Il n'y a pas de temps à perdre. Il ne doit pas rompre la chaîne. C'est la règle. Il le sait. Il n'avait qu'à prendre ses précautions avant. Les trous n'attendent pas. Un trou, c'est important. Un trou en moins, et c'est un camarade qui attend le camarade qui attend son camarade. Et cela fait des milliers et des milliers de trous en moins. Pas de pipi qui tiennent. Alors il a pissé debout, tout bêtement debout, dans son pantalon, en faisant son trou. Il a pissé sur son honneur, sur sa pauvre condition d'homme. Il a pissé sur son corps les larmes lourdes et amères de la colère et de l'humiliation. Parfois on aime et on le dit. Ça fait du bien. Parfois on aime et on le dit pas. C'est bête. Parfois on n'aime pas, mais on aimerait bien. Parfois on dit qu'on aime, mais il n'y a personne pour l'entendre. Parfois on fait l'amour et ça fait du bien. Parfois on fait l'amour, mais c'est pas très bien. Parfois on fait pas l'amour, mais on aimerait bien, même pas très bien. Parfois on fait l'amour tout seul, et c'est triste. Parfois on s'est aimé, et on s'aime encore. Parfois on ne s'aime plus, mais on ne le dit pas. Parfois on pleure d'amour, chacun dans son coin. Parfois on se fout des coups, parce qu'on n'arrive plus à s'aimer. Parfois tu meurs sous mes coups,
et je dis que c'est par amour. Parfois tu pleures sous mes coups, et je dis que c'est par amour. Parfois elle meurt sous les coups, et c'est du sale amour. Parfois je meurs sous tes coups, mon amour, mon amour. Parfois elle part, elle court, elle dit c'est pas ça l'amour. Parfois elle hurle, elle crie, elle dit au secours. Parfois, elle tombe à genoux, et c'est le désamour. Parfois elle ne dit rien, le monde reste sourd. Parfois elle tend les mains, en quête d'un recours. Parfois le jour revient, le sourire aussi. Parfois on dit non, et parfois toujours. Parfois le cœur dit oui, et parfois peut-être. Parfois avec espoir on ose prendre une main. Parfois, c'est dur, parfois c'est lourd. Et parfois on doute, ça ne peut pas être de l'amour. Parfois on ose, on avance, à pas de velours. Parfois on aime, on le dit et c'est bien. Parfois on aime et on le dit pas, c'est bête. Quand on aime, il faut dire qu'on aime. Quand on s'aime, il faut se dire qu'on s'aime. Avant le désamour, il faut dire qu'on s'aime. Avant les pleurs, il faut dire qu'on s'aime. Avant les coups, il faut dire qu'on s'aime. Avant la mort, il faut dire qu'on s'aime. Je t'aime. Je t'aime, Je t'aime, Je t'aime. Je t'aime. t'aime. je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et plus que jamais, on adore jouer du Levoyer, lire du Levoyer, interpréter du Levoyer. Gérard Mille. Cette soirée est un petit peu particulière pour nous, puisque on a fait la première hier et que c'est la dernière ce soir. C'est une grande tournée. On va durer 2 jours. On va revenir, on va être programmé. On s'est dit avant de se faire les papates au début que c'était oui la dernière de l'automne. On va le vivre comme ça. Le monde du spectacle et le monde de la restauration, enfin tous les métiers de la nuit souffrent énormément de cette décision gouvernementale. On va s'en sortir parce qu'on a envie, on va créer différemment, on va faire tout ça parce que vous êtes là
et que sans vous, tout ça n'aurait vraiment aucune importance. Donc, mille merci à vous. On vous aime vraiment du fond du cœur. Merci d'être venus ce soir. Merci. Ouais.